Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Judith. Eh bien, bienvenue. Tout de suite, les auditeurs sont au courant de qui est Vraie Voix. Nous sommes dans les vraies voix. On est censé présenter les vraies voix. Bon, je ne vous donne pas d'indices, chers auditeurs, mais parmi les 3 vraies voix ce soir, il y a quelqu'un qui n'attend pas qu'on la présente. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé de qui vous on avez parle. reconnu sa voix. Oui, quand même. L'habitude de nous écouter, cette chère Françoise de Gois. Et en plus, Judith, je pense qu'on a préparé des petits débats où elle devrait briller peut-être encore plus que d'habitude. Ne croyez pas que vous allez m'énerver avec la question sur LFI. Hein. Je vous vois arriver avec vos gros On ne sabots. sait toujours pas que vous êtes là, Françoise. Mais non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. J'ai dit Françoise, d'accord. Moi, je l'ai dit. Bilger n'est pas là non plus. On est Françoise. Philippe Bilger, comment allez-vous ce soir? Je suis bien là. Vous êtes là. Et vous, Sébastien Ménard, vous êtes là aussi. Mais plutôt bien, mais en fait, on n'a pas réussi, Françoise. On a réussi à se débarrasser de Cécile et de Philippe David, et en fait, on n'a toujours pas pris le pouvoir. Non, mais on là, n'a pas réussi. Normalement, on devait prendre le pouvoir tous les 3. Vous n'auriez jamais dû exister. Il n'y a plus l'animateur, normalement. Je comprends mieux. C'est la auditeur de Sud Radio, vous allez assister à l'émission où le débat commence avant même d'avoir été lancé. On ne fait ça nulle part ailleurs sur la bande FM. Le coup d'état n'est pas permanent. Mais non, mais on est des losers. On est de la loose. Voici la fédération de la loose, c'est nous. Voilà. Judith et moi-même, nous vous avons préparé une émission dont nous aimerions vous donner les grandes tendances. Judith. Voilà. Alors déjà, chers auditeurs, vous savez que vous pouvez nous appeler pour réagir. Aude vous attend au standard au 0826 300 300. Puis vous pouvez déjà, d'ores et déjà, voter sur Twitter à notre question du jour sur le premier débat. 17h30. Voilà. 17h30. La concertation, alors suite à Borne, Léon Binet, vous savez qui c'est, Elisabeth Borne, notre première ministre. Ouais. On a mis des petits hashtags comme ça, histoire de planter un peu le décor. Exactement. Elisabeth Borne, Marie-Lise Léon et Sophie Binet. Voilà. Eh bien, justement, la concertation du gouvernement avec les syndicats débouchera-t-elle sur une amélioration de la vie professionnelle des Français? Selon vous, ça sera le débat de 17h30. Voilà. Et a priori, le débat où on essayait d'énerver Françoise, mais c'est mal barré. Voilà. Et puis à 18h30, nous aurons le coup de projecteur. Alors, je ne sais pas si ça intéressera Françoise de Gois, mais nous évoquerons LFI. LFI ressortait affaibli politiquement des émeutes, de la période des émeutes. Vous dire que ça ne va pas m'énerver du tout. Non, j'ai pas dit énervé, vous intéressez. Je ne sais pas si... Tout m'intéresse, moi. Y compris vous. C'est dire à quel point je m'intéresse à tout. Il y a des fois, j'ai envie de vous embrasser. Moi aussi, je vous aime. Voilà, ça s'appelle l'amour vache. Voilà, c'est ça. On a notre auditeur qui est prêt. Oui. Alors, Philippe de Montpellier, comment vous allez? Eh ben, très bien. Alors, Montpellier, c'est dans les héros. Ah oui. Oui. Est-ce que vous êtes un héros du coup? Non, c'était la blague. Non, c'est pas mal. Mais c'est marrant ça. Mais écoute, elle se forge à l'émission, les jeux de mots débiles. On dirait Philippe David d'un seul coup là, tu vois. Oui, mais ça, il a tendance à déteindre sur moi en général de toute façon. Alors, mon cher Philippe, vous allez. Oui. Philippe, j'ai juste une question. Est-ce que comme moi, vous avez envie d'embrasser Françoise? Mais bien sûr. Mais évidemment. Tous les jours. Alors je vous laisse à Judith qui va vous poser 2-3 petites questions sur nos débats. Déjà, mais répondez courtement. Courtement, oui, parce que vous allez pouvoir répondre plus longuement après. Alors du coup, vous avez entendu la concertation du gouvernement qui a lieu avec les syndicats. Est-ce qu'elle va déboucher sur une amélioration de la vie professionnelle des Français, selon vous, Philippe? Je dirais oui. Oui. Ça c'est bien, ouais. C'est un bon point de vue, on espère que vous avez raison. Et puis donc ça c'est le grand débat de 17h30 et puis à 18h30 on a le coup de projecteur des vraies voix et la question c'est suite à la mort de Noël, est-ce que la France insoumise ressort affaiblie politiquement des émeutes selon vous? Je dirais non. D'accord, pas mal aussi. C'est à contre-courant. Philippe, vous devriez faire de la radio parce que vous avez le sens de ce qu'on appelle désormais. Alors je pense que Philippe Bilger me cautionnera, mais on fait des anglicismes. Alors désormais on parle de tease, mais bon, vous avez compris ce que ça veut dire, c'est-à-dire mettre en haleine. Et vous avez su nous planter le décor et nous donner rendez-vous. Sans nous couper le souffle. Sans nous couper le souffle. Justement, puisque nous parlions de Philippe Bilger. Oui, Philippe Bilger, le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger.
Philippe Bilger, vous voulez requérir contre ceux de tous bords qui jettent des propos incendiaires sur une France déjà en flammes. Oui. Alors, bien sûr, je ne vise pas que la gauche et l'extrême gauche. Il y a parfois à droite, dans le camp conservateur, des propos discutables, sulfureux, même irresponsables. Et je les trouve d'autant plus irresponsables à gauche, à l'extrême gauche comme à droite, que j'ai appris de la part d'un des rares magistrats que j'admirais, qui s'appelait le procureur général Pierre Truche, que lorsqu'une réalité était extraordinaire, et la France va mal de mon point de vue, il ne faut pas projeter sur elle des discours et des propos encore plus incendiaires. De la même manière qu'il ne fallait pas traiter une affaire extraordinaire de manière extraordinaire parce qu'on l'aggravait. Et donc je trouve qu'il faudrait que les politiques de tous bords aient conscience de la maîtrise de leurs propos, si possible de leur intelligence, et soient attentifs au fait qu'on ne projette pas du feu sur une France qui va déjà très mal. Je suis absolument d'accord avec Françoise de Gois. C'est-à-dire que ça sert à quoi, comment dirais-je, de faire de la redondance, si ce n'est avoir un esprit toxique et essayer d'utiliser ce qu'on redonde, si je puis m'exprimer ainsi. C'est une stratégie politique qui est totalement toxique en réalité. Moi, je ne suis pas d'accord avec les propos, comme je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer sur l'affaire de la disparition du petit Émilie, où d'un seul coup... Là, on entend des choses incroyables. Mais non, mais c'est surtout que toute la fachosphère et la droite conservatrice est en train d'accuser la gauche d'instrumentaliser. Personne n'a rien dit. Mélenchon n'a même pas fait un tweet. Enfin, on est chez les fous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelques sorties quand même. Non, mais de qui? De quoi? Sur Twitter, on voit passer des choses. Mais on voit passer. Mais pourquoi accuser la gauche? Personnellement, j'ai vu ce matin un nazi en moins. Mais non, mais pourquoi? Mais ça, c'est des trolls. Mais pourquoi accuser la gauche là-dessus? Tout ça parce qu'une journaliste a posé une question au procureur en disant quel est l'environnement de la famille? Est-ce que son père est d'extrême droite, etc. Et c'est normal de le poser. C'est devenu une folie. Je pense à des comptes comme Damien Rieu, etc. Donc eux aussi sont des Damien Rieu, c'est Damien Rieu, influenceur Twitter d'extrême droite, Samuel Lafont, toute la clique. Rien à voir avec le Rieu, si seulement il pouvait faire un peu plus de musique, je pense que ça apaiserait son cœur. Je suis assez d'accord avec Philippe Bilger. Et vous savez, moi j'avais un grand maître de l'info qui était mon premier patron de l'information dans une grande radio qui n'est pas très loin d'ici, et qui disait, je me souviens, le 11 septembre, on était tous en état de sidération, et il nous avait dit, bon, maintenant ça suffit, plus ça accélère, plus c'est dramatique, plus il faut ralentir. Et je trouve que ça va dans le sens de ce que disait Pierre Truche, c'est-à-dire plus il faut se poser, arrêter, réfléchir et pas parler à tire-larigot. On peut citer votre maître à penser? Oui, c'était Jean Lucas en fait, le grand patron de tout à fait. Exactement. Sébastien Ménard. Moi, je suis d'accord avec ça, mais se poser, ça ne veut pas dire relativiser. Relativiser, c'est un peu la tendance actuelle, c'est-à-dire on relativise ce qui s'est passé dans les rues de Paris, dans les rues de Toulouse, dans les rues de Lyon et dans les rues d'un certain nombre de petites villes ou villes moyennes de province. Donc je suis d'accord avec vous, Philippe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas donner un traitement extraordinaire à des événements qui le sont tout autant. Et peut-être effectivement, toute raison gardée, le faire avec de l'esprit, avec de l'intelligence et avec une certaine forme, je dirais, de subtilité républicaine. Ça me va bien, ça. Philippe Bilger, finalement, on parle de mesures, quoi. Oui, de mesures, voilà. Mais entendons-nous, Judith, toute mesure n'est pas intelligente. Ce que j'aime bien, c'est la maîtrise, la volonté de ne jamais faire dans la surenchère et auquel on peut ajouter l'intelligence. C'est fondamental. On a parfois l'impression, en écoutant certains propos de tous bords, encore une fois, qu'on est davantage gouverné par un souci d'extrémisme et d'outrance que par la pertinence de la pensée. Ça, je trouve que ça peut exister chez chacun d'entre nous, en dehors même des débats politiques, et c'est un danger très grave. Merci Philippe Bilger. Et merci à vous d'avoir choisi Sud Radio. Dans un instant, on va faire un point sur l'arrivée, la 12e étape du Tour de France. Ouais. Voilà. Et puis, vous allez retrouver évidemment Félix Mathieu et les 3 mots dans l'actu. N'oubliez pas, votre grand débat de 17h30, on vous pose la question sur Twitter. Borne, Léon Binet, la concertation du gouvernement et des syndicats débouchera-t-elle sur une amélioration de la vie professionnelle des Français selon vous? N'hésitez pas à voter sur Twitter et à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite dans Les Vraies Voix. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
17h16 sur Sud Radio, c'est l'heure de l'arrivée, dans pas longtemps, de la 12e étape du Tour de France, Roanne-Belleville. Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présentent. Sud Radio fait son tour de France. Alors Roanne-Belleville en Beaujolais évidemment, et aujourd'hui c'était 168,8 km parcourus avec beaucoup de côtes, pas facile aujourd'hui Frédéric. Pas un mètre de plat, et l'échappée du jour s'est dessinée après 80 km de course, une quinzaine d'hommes avec des Français, Burgodeau, Pinot, Martin, Alaphilippe. Très tôt Alaphilippe lâché, Pinot, Martin, Burgodeau sont restés, mais Pascal Chanteur, notre envoyé spécial, notre consultant, un homme a faussé compagnie à tout le monde, c'est Jon Izagirre, l'Espagnol de Cofidis. Jon Izagirre, 400 mètres. Il est aux 400 mètres. Il va aller gagner sa deuxième victoire d'étape pour l'équipe Cofidis. Magnifique baroud dans le final. Il a su s'extraire de cette échappée. Et derrière, nous avons Burgodeau, Jorgensen pour la place de un petit peu derrière le coureur Tige Bennett de l'équipe Jumbo-Visma. Il faudra qu'on en reparle un petit peu plus tard de la tactique de Jumbo. Alors très intéressant, Pascal Chanteur, donc dans ce groupe d'échappés, il y a Thibaut Pinot. On en parle dans un instant parce que là, au moment même où on vous parle, ça y est, il passe la ligne d'arrivée, Jon Izagirre. Ils ont attendu 15 ans pour regagner sur le Tour de France, Cofidis, et ils en ont fait 2 après Victor Lafay lors de la deuxième étape. C'est donc Jon Izagirre. Bon, Pascal Chanteur, très important, on regarde l'arrivée de Thibaut Pinot qui peut reprendre du temps aujourd'hui. Tout d'abord, l'arrivée de Burgodeau. Il se regarde dans le final, il se regarde avec Jorgensen. Burgodeau va très vite, Jorgensen lui aussi. Et Tige Bennett quelques hectomètres derrière. Mais Burgodeau va tenir à faire deuxième aujourd'hui. Alors ça sera encore une belle place d'honneur pour l'équipe Total Energy qui avait fait déjà deuxième avec Pierre Latour sur l'étape du Puy de Dôme. Et donc on attend toujours Thibaut Pinot. C'est la question, Pascal Chanteur. Il pourrait reprendre sur le maillot jaune aujourd'hui 3 minutes au classement général, ce qui permettrait à Thibaut Pinot pratiquement de revenir dans le top 10. C'est l'objectif, c'est tout le suspense. Exactement, il était à 9 minutes ce matin et Burgodeau lance le sprint. Il lance le sprint, Jorgensen, ils sont mano-mano. Deuxième Burgodeau. Et Burgodeau. Voilà, deuxième Burgodeau et troisième Jorgensen. Moi j'ai vu comme ça, quatrième Bennett. Et quatrième. Voilà, et voici Thibaut Pinot, il arrive. Thibaut Pinot qui arrive. Alors, on va regarder le temps, Pascal Chanteur, mais pour l'instant, Thibaut Pinot fait se rapprocher. A priori, il sera dans le top 10 ce soir. Eh bien, fabuleux. Nous aurons donc 3 Français où Romain Bardet passera à la 12e place. Mais nous aurons 3 Français dans les 12 premiers, avec bien sûr David Gaudu, Thibaut Pinot et Romain Bardet. Voilà, vous voyez à l'écran, Cédric Vasseur, très content de cette deuxième victoire pour l'équipe, comme vous l'avez dit. Cédric Vasseur qui est le manager de Cofidis. Vous attendez ça. Oui, voilà, le manager de l'équipe Cofidis. Donc, vous nous confirmez, Bardet et Gaudu arriveront donc avec le maillot jaune. Voilà pour cette étape. C'était une étape exceptionnelle, avec beaucoup de côtes, avec beaucoup de déceptions aussi pour Julien Alaphilippe, qui a du mal quand même à être à son meilleur niveau. Merci Pascal Chanteur, on se retrouve tout à l'heure. Sud Radio fait son tour de France. Avec les fromages et produits frais, lait de brebis 64. Il est excellent ce Brindel. Et les 3 mots dans l'actu, si vous me permettez, chère vraie voix. Il me faisait un compliment là. Ah oui. Les vraies voix Sud Radio. Donc les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, ce sont aujourd'hui livret A, liberté et Inde. Le livret A plafonné à 3%. Le compte épargne ne sera pas revalorisé à 4,1 suivant l'inflation, comme l'aurait voulu la règle de calcul, annonce de Bruno Le Maire ce midi. La liberté d'expression de Pape Ndiaye, service minimum du gouvernement pour soutenir le ministre de l'Éducation sans vraiment lui donner raison dans ses critiques contre certains médias. Et puis ça y est, le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé en France. Il sera l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet demain. Les vraies voix Sud Radio.
Il n'y aura pas de revalorisation du livret A malgré l'inflation. Son taux est maintenu à 3% au lieu d'augmenter à 4,1% comme l'aurait prévu la formule de calcul. Pas de revalorisation malgré la hausse des prix. Il en va de l'intérêt économique national selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur TF1. Lorsque le taux du livret A augmente, c'est le coût du crédit immobilier augmente. Et personne n'a envie de voir son coût de crédit immobilier augmenter, y compris les détenteurs de livret A qui peuvent être acheteurs d'un bien immobilier. Ça augmente le coût du crédit pour les PME qui ont besoin d'investir. Et ça augmente aussi le coût du crédit pour le logement social. C'est des dizaines de milliers de logements sociaux en moins quand on augmente le coût du livret A. Des comptes d'épargne livret A qui concrètement risquent en fait de perdre en valeur absolue s'ils ne suivent pas l'inflation. En compensation, le ministre de l'économie promet de ne pas redescendre sous ces 3%, même si l'inflation, elle, baisse bien dans les prochains mois. 3%, certains me diront, c'est moins que l'inflation. Donc nous avons pris une décision majeure, une bonne nouvelle. Ce taux de 3%, il sera maintenu pendant 1 an et demi, au lieu de 6 mois. Et il y avait fort à parier, comme l'inflation baisse, que le taux du livret A allait baisser. L'inflation commence à baisser, cette baisse de l'inflation devrait s'accentuer, et pourtant, nous maintiendrons le taux du livret A à 3% pendant 18 mois. De son côté, le livret d'épargne populaire réservé aux ménages les plus modestes voit lui son taux fixé à 6%, plus que les 5,6% qui étaient prévus par cette formule. Son plafond au livret d'épargne populaire va passer de 7 700 € à 10 000. Dernière annonce aussi, les plans épargne logement désormais pourront être débloqués à n'importe quel moment pour financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments. Deuxième mot, liberté d'expression, le service minimum autour du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Il l'avait dit et maintenu, la chaîne CNews de Vincent Bolloré est d'extrême droite. Selon le ministre de l'Éducation nationale, ce matin, sa collègue ministre en charge de la citoyenneté, Sonia Baguès, a reconnu ne pas être d'accord avec lui sur le fond. Je considère que la démocratie, c'est la pluralité de la presse, et donc il y a, et c'est une grande chance au niveau national, des médias avec des lignes éditoriales extrêmement différentes, et je pense que c'est bien comme ça. Il a eu tort. Pape Ndiaye a le droit de dire ce qu'il veut, c'est la liberté d'expression. Je vous ai donné mon opinion. Mais vous ne partagez pas. Je vous ai donné mon opinion, je considère vous ne partagez pas ce qu'il a dit. La démocratie, c'est la pluralité. Donc vous ne partagez pas ce qu'il a dit. Non, je ne partage pas. Non, je ne partage pas. Il a quand même fallu un peu lui faire dire. Sonia Baguès, ministre de la citoyenneté chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Service minimum aussi d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. La liberté d'expression de Pape Ndiaye, mais sans vraiment se prononcer sur le fond de son propos après le Conseil des ministres. Le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet en préambule du Conseil. D'abord pour rappeler plusieurs libertés. La liberté de la presse, la liberté de la diversité d'opinion, mais aussi la liberté d'expression, qui s'applique aussi pour les membres du gouvernement. Et toujours évidemment avec parcimonie, avec attention, mais on est totalement libre de le faire. Le président de la République a également rappelé que s'agissant des médias, de la presse, de manière générale, nous voulons agir à travers des états généraux de l'information qui seront lancés prochainement, de manière à ce que tout le monde puisse avoir une expression sur l'évolution du paysage médiatique, sans rentrer évidemment dans les détails de tel média ou tel journal. Il ne nous revient pas de commenter l'action de tel actionnaire ou de tel actionnaire dans un groupe de médias privés. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, tout à l'heure, c'était lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Votre troisième mot, cher Félix, c'est l'Inde. Le pays, alors. Oui, tout à fait. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, est arrivé en France, accueilli par la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Le dirigeant indien entame une visite officielle de 2 jours. Il va être l'invité d'honneur du défilé militaire du 14 juillet demain, et n'en déplaise aux organisations de défense des droits de l'homme ou même des syndicats comme la CFDT qui publie un communiqué pour y dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, les contre-pouvoirs muselés, les minorités persécutées en Inde par le gouvernement d'extrême droite au pouvoir depuis 2014. C'est bien vrai. Le pays où il y a les castes, les fameuses castes. Qui ne sont jamais effacées. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Inde, mais vous le sentez à chaque étape dans n'importe quelle ville, que ce soit dans le Kerala, à Bombay, à Mumbai ou Calcutta ou bien sûr New Delhi. Et honnêtement, moi je suis très gêné que Narendra Modi soit notre invité d'honneur. Je sais que le partenariat stratégique France-Inde est très important. Il est vieux comme l'empèbre. Il n'a jamais finalement rapporté tant que cela. Souvent, nous nous sommes cassés les dents, les Français, sur la capacité redoutable des Indiens à négocier. Je suis très gêné. Narendra Modi, quelqu'un qui a mal évolué, qui a mal tourné, comme Orban d'ailleurs, avec l'exercice du pouvoir. Voilà, il est un
hindouiste, il est suprémaciste, il a pas un mépris que pour les musulmans. Il procède, si vous voulez, d'un muselage de la presse, d'un muselage de contre-pouvoir. C'est très grave. C'est la plus grande démocratie en termes de, comment dirais-je, de masse, de population, mais c'est une démocratie qui est totalement en train de se dévoyer. Sébastien Ménard, faut faire copain-copain ou pas copain-copain? Moi, je pars du principe qu'il faut parler à tout le monde. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis devenu copain-copain avec Françoise de Gois. Non, mais il y a une différence entre... Attends, Sébastien, il y a une différence entre parler à tout le monde et inviter dans la tribune du 14 juillet. C'est une différence, à part si tu veux lui vendre des rafales. Je pense qu'évidemment, tu te doutes bien que derrière tout ça, au-delà de l'acte symbolique fort que tu soulignes, et tu as raison de le souligner, il y a effectivement, vraisemblablement, des intérêts économiques, j'ai même envie de dire supra-économiques, qui engage la responsabilité du chef de l'État et qui auront des conséquences économiques, salariales, en termes d'emploi, en termes de productivité, en termes de PIB. Est-ce que tu lui offres la tribune de la fête nationale? Moi, je suis très gêné par ça, si tu veux, comme quand Sarko avait invité Kadhafi, je sais pas. Comparer Modi à Kadhafi, c'est un peu... Non, je suis d'accord, mais on n'en est pas loin quand même. Philippe Bilger, on a la parfaite division, Françoise la morale et Sébastien le commerce. Non, mais je sais Et vous, Philippe Bilger, moi, malheureusement, compte tenu du nombre considérable de transgressions morales sur le plan international, j'irais plutôt avec une sorte de réalisme triste vers Sébastien. C'est la règle du jeu. Merci, Philippe. Tu es d'accord pour qu'on lui donne... Moi, je pense qu'il faut faire du business, mais est-ce que tu penses pas quand même que l'affichage le 14 juillet, ça a une valeur quand même extrêmement symbolique? Oui, bien sûr. Mais c'est trop. Moi, je pense merci, chère vraie voix. On va être obligé de retrouver nos auditeurs dans pas longtemps. Surtout, vous restez avec nous et puis vous réagissez au 0826 300 300. Vous votez sur Twitter, évidemment. On vous rappelle la question du jour qu'on vous pose. La concertation du gouvernement et des syndicats débouchera-t-elle sur une amélioration de la vie professionnelle des Français? Eh bien, vous n'hésitez surtout pas à répondre. Pour l'instant, vous dites non à 98%. 98%. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a du boulot. C'est ce qu'on appelle de l'optimisme. Exactement. Et merci Félix Mathieu, qui a le don pour nous lancer des débats géniaux. Voilà. Merci Félix. Ne changez rien. À tout de suite, chers auditeurs. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. On est bien avec vous, chers auditeurs. Puis on est bien avec nos vraies voix aussi, n'est-ce pas? Ils sont bien. Philippe Bilger. Comme un jeudi, finalement. Comme un jeudi. Françoise de Gois. On est en Comme un jeudi. Comme un jeudi. Et Sébastien Ménard. Comme un jeudi. On n'est pas trop mal, On est pas mal. Alors, on vous rappelle quand même la question du jour, chers auditeurs. Borne Léon Binet, est-ce que la concertation du gouvernement et des syndicats débouchera sur une amélioration de la vie professionnelle des Français? Alors, vous dites toujours non à 98% sur Twitter. Donc, n'hésitez surtout pas à continuer à voter et à nous appeler pour réagir au standard. Aude vous attend au 0826 300 300. On ouvre le débat? C'est parti. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Syndicats et représentants des patrons étaient reçus hier par la Première ministre et le ministre du Travail. À la sortie à Matignon, l'ambiance s'est avérée détendue. C'est le retour des discussions et c'est important. La question donc que nous vous posons, cette concertation du gouvernement et des syndicats débouchera-t-elle sur une amélioration de la vie professionnelle des Français? Toujours pas, toujours 98% a priori. Je pensais que vous alliez nous faire écouter les déclarations d'Elisabeth Borne, parce qu'elle est sur le perron. Elle est sur le perron de Matignon et non pas le parrain. Voilà. Alors vous écoutez la déclaration d'Elisabeth Borne, effectivement, pardonnez-moi, cher Frédéric, sur le perron de Matignon, elle évoque donc cet agenda social. Donc aujourd'hui, on a donc un agenda social ambitieux, très dense pour les prochains mois. Et je pense que c'est important que les organisations syndicales et patronales prennent toute leur part pour apporter des réponses aux préoccupations, aux inquiétudes des salariés et des Français de façon générale. Alors, c'est de bon augure ou pas, Philippe Bilger? On sent quand même qu'il y a des ouvertures dans ce monde de brut. Je me suis assez plaint en général de la conception étrange du syndicalisme en France, qui considère que tout avantage doit donner l'impression d'être arraché au pouvoir extorqué à l'État. Et là, je trouve que ce qui se passe, si ça débouche sur des effets positifs, c'est une volonté de pacification, au fond,
fond, c'est comme ça que devrait fonctionner une démocratie. Il n'est pas interdit à un pouvoir de prendre l'initiative de réunir les organisations syndicales et de discuter avec elles pour convenir d'avancées communes. Réaction Françoise, alors. Écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais vous n'êtes pas le perdreau de l'année, moi non plus. Je veux bien qu'on fasse de la communication. Je veux bien que tout le monde joue le jeu, y compris Sophie Binet et Marie-Lise Léon, parce qu'elle débute, elle arrive dans le métier, même si elle a une grande expérience. Voilà, tout ça, c'est vraiment charmant. Passe-moi le sel, passe-moi le poivre. Pour arriver à quoi? Pensez vraiment que le gouvernement d'Emmanuel Macron, pensez vraiment qu'Elisabeth Borne va changer quelque chose fondamentalement à la façon dont ils ont tenu dans la tempête des retraites? La France entière leur disait arrêtez, la France entière leur disait retirez ce texte, la France entière leur disait recevez les syndicats. Au cœur de la crise, ce gouvernement et ce président n'ont pas bougé. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils bougent? Pourquoi vous voulez qu'ils bougent? Sauf si ça va dans leur sens. Je suis absolument désolé de vous dire que tout ça, c'est de la flûte. Vous verrez comment on aboutira. Il y a la loi travail qui arrive, il y a les réformes qui arrivent. On a Gabriel Attal qui commence déjà à pérorer en expliquant qu'ils vont demander l'an prochain encore plus d'efforts aux Français. Donc arrêtez de nous saouler avec votre communication. Bien sûr qu'il ne se passera rien comme d'habitude. Et oui, mon cher Philippe Bilger, toutes les réformes et tous les progrès sociaux se sont toujours arrachés au combat. Pas et toujours. ça, mais toujours. Donnez-moi une réforme. On peut en placer une. Attendez, alors c'est de la flûte ou c'est une volonté de pacification, tout ça, Sébastien Ménard? C'est évidemment une volonté de pacification. C'est, je dirais, la conséquence de ce qu'on a pu, et les uns et les autres, commenter, et moi-même critiquer pendant, je dirais, les échanges avortés de la loi sur la loi retraite. Donc effectivement, le gouvernement fait ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que depuis la réforme des retraites, le gouvernement disait on va passer, je dirais, à l'étape suivante qui consiste à améliorer les conditions sociales des travailleurs et travailleuses français. C'est exactement ce qui avait été quelque part annoncé. Aujourd'hui, je suis ravi de savoir que Philippe Bilger soigne aussi son macronisme. Et évidemment, non, mais je fais exprès de provoquer Philippe. Oui, non, mais je comprends bien. Mais l'idée, c'est que tout ne peut pas effectivement se résumer à des confrontations stériles et je suis désolé, François. Pourquoi elles sont stériles? Mais tu es dans un procès d'intention avant même. Tu sais, Sébastien Ménard, on va en reparler dans 3 mois et tu diras t'avais raison parce que je suis instruite. Mais je suis instruite par l'expérience. Mais enfin, mais vous êtes. Arrêtez de nous vendre le progrès social. Mais peut-être qu'on peut apprendre de ses erreurs. Peut-être qu'effectivement, on les a tous dénoncés autour de cette table. C'est-à-dire de la droite à la gauche, voire très de gauche. Mais on a tous dit que ce gouvernement s'y était pris comme un pied. Très bien. Voilà, sur la réforme des retraites. Moi, je ne dis rien. On est le 13 juillet. Il est 17h36. On se donne rendez-vous dans 3 mois. Tout le monde vend debout parce qu'évidemment, c'est les portes qui vont se fermer. J'ai une réaction à vous faire écouter quand même. À la sortie de cette fameuse réunion de Matignon, où je pense que ça a été un petit peu plus calme qu'autour de cette table. Je précise, chers auditeurs, d'ailleurs, que si vous entendez régulièrement... C'est Françoise de Gois qui sur la table. Je m'exprime, voilà. Alors, réaction donc positive. La passion n'est pas une faute de goût. C'est pour ça. Philippe Bilger, je t'aime. C'est pour ça qu'on aime aussi Françoise de Gois. Non, mais si on vous a dans le casque, ça peut poser un problème éventuellement. Alors, puisque nous nous aimons tous, écoutons la réaction de Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Qu'une réunion utile qui nous permet enfin d'avoir quelques actes posés. On a un gouvernement et un président de la République qui a beaucoup souhaité, qui a beaucoup parlé sur les enjeux de changement de méthode. Donc là, on a eu quelques éléments de réponse. Donc c'était important qu'on ait des actes. Les actes posés, c'est qu'il y aura bien l'ouverture d'une négociation ou de plusieurs négociations. Ça reste encore à définir à la rentrée. Une ouverture enfin, Philippe Bilger. Mais là où je ne comprends pas, Françoise, on peut douter de la bonne volonté ou du caractère d'Emmanuel Macron dans les promesses qu'il tient. Mais là, je ne vois pas l'intérêt du gouvernement de réunir les organisations syndicales, de permettre à la représentante de la CFDT d'annoncer des perspectives qui ne sont pas déplaisantes. On n'aurait pas de raison d'en douter en soi. On pourrait être content, quoi.
Exactement. moi, je suis désolé, j'entends votre philippique, ma chère amie, on peut être content, mais... c'était une question. Qu'est-ce qu'on se fout de la communication sur le perron un 13 juillet Ça rentre... Mais sérieusement, vous n'avez pas l'impression qu'on vous refait le truc à chaque fois ces réunions avec les syndicats, je les ai vues 10 fois déjà. Mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête le dialogue social? Je n'ai pas dit qu'on arrêtait le dialogue social, ce n'est pas ce que je dis. Mais en faire l'alpha et l'oméga et nous expliquer que enfin les négociations repartent, ça n'est pas vrai, parce que les lois vont continuer de tomber, parce que la réforme de l'assurance chômage est déjà là, parce que finalement la machine Macron, la machine libérale, si vous voulez, elle avance. Donc là, tout le monde est absolument policé et je suis ravi que tout le monde se parle. On est dans un pays civilisé, mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu des dates et peut-être une ou deux concertations. Quand on va rentrer dans le dur, on en reparlera dans 3 mois, vous verrez que quand on va rentrer dans le dur, parce que ce gouvernement ne veut pas faire de réforme sociale, voilà. Et parce que ce président a démontré que quand il a une idée, il va jusqu'au bout de son idée. Donc il y a 4 ans, il va rien. Pendant 4 ans, là, il se passe rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est crépusculaire, ce quinquennat. Expliquez-moi ce qui va se passer. On a une France qui se quasiment. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant 4 ans? Mais j'en sais rien. Il faut qu'il trouve lui la solution politique. Vous comprenez bien. C'est peut-être là qu'elle est. Mais arrêtez, la France est à jeu complètement bloquée. Mais vous êtes quand même, honnêtement, vous êtes tout à fait naïf de penser que la ça solution... va, naïf, ça va. Je pensais qu'autre chose allait sortir. Que la solution politique réside dans une rencontre d'1 heure entre Elisabeth Borne mais c'est pas la rencontre. C'est pas la rencontre binaire. Sébastien Ménard. C'est le principe d'ouverture. C'est la méthodologie qui peut pivoter aussi. Il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. François, respect du dialogue social. C'est à Sébastien. C'est à Sébastien. Est-ce que les négociations étaient vraiment fermées? Non, il n'a pas commencé surtout. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'elles étaient vraiment fermées ces négociations, ou est-ce qu'ils ont quand même continué à discuter? Je pense que quoi qu'on puisse en dire et quoi qu'il puisse se raconter sur les différents médias, le nôtre aussi, évidemment que les ministres, les parlementaires échangent avec les centrales syndicales, que toutes ces personnalités échangent de manière formelle et informelle, et que évidemment, la prise de parole de la patronne de la CFDT à la sortie de Matignon, personne ne lui parle dans l'oreillette. Je ne peux pas croire que c'est Dussopt, Véran ou Macron himself qui lui parle dans l'oreillette. Les gens sont contents. Les gens sont contents de pouvoir travailler, de pouvoir ouvrir un débat. Mais non, mais c'est pas gonflé. Mais t'as fait la même chose que moi comme conseiller. Non, Sébastien Ménard, arrête maintenant. Tu sais très bien. Ne révélez rien de votre vie privée respective. Je suis désolé de vous le dire que ces propos qui sont échangés sur les perrons de Matignon sont tentés de 3 concertations, évidemment, entre les centrales syndicales. Mais pas toujours. Mais nous en avons un à vous suggérer. Réunion constructive pour certains, pas forcément pour d'autres. Écoutez Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Les communicants de l'Elysée voulaient nous vendre aujourd'hui un pacte. Nous avons refusé ce festival de langue de bois et exigé des actes concrets. Je relève toutefois avec intérêt que la Première ministre a enfin fait preuve d'un frémissement d'autonomie face au patronat en annonçant un cadrage gouvernemental sur l'emploi des seniors et sur l'usure professionnelle. Cela reste timide, mais nous l'encourageons à continuer sur cette voie. Ah, c'est d'autant plus timide. Excusez-moi, allez-y, François Jogois. Sophie, moi, oui, non, c'était elle. C'est pas moi. Elle vous a appelé Sophie? Non, j'ai dit Sophie Binet. Vous m'avez. Excusez-moi de vous le dire, mais Sophie Binet a tout à fait raison sur le plan de communication. Et en plus de ça, je veux bien qu'Elisabeth Borne frémisse, mais combien de temps va-t-elle frémir? Elle reconnaît l'ouverture. Sophie Binet reconnaît l'ouverture. Mais c'est pas le problème de cela. Mais ça sert à quoi d'ouvrir une porte pour te la reclaquer dans le pied? Qu'est-ce que t'en sais? Attendez, on se calme, on laisse, on s'entend parler. Philippe Bilger. Françoise, là où nous sommes d'accord avec vous, je pense que Sébastien l'admettra, on n'attend pas une solution politique de cette rencontre, vous l'avez évoqué, mais on peut espérer que dans ces rencontres, une forme de minimalisme aboutira à des réformes faciles à faire ou à des avancées qui ne sont pas bouleversantes, je vous l'accorde. Mais c'est tout de même, ça ne veut pas dire qu'on est naïf. Je ne crois pas une seconde qu'il va y avoir une révolution sociale grâce à ces rencontres. Voilà. Mais vous ne pouvez pas nier qu'elles représentent un léger progrès de dialogue avec un pouvoir qui est prêt à faire quelques avancées. Non seulement je le nie, mais je le réprouve parce que je redis que tout ça est une mise en scène, une forme de mystification. Vous savez tous très bien que la seule personne qui décide dans son bureau, c'est Emmanuel Macron. À la question très abrupte et très bonne de Frédéric Brindel, qu'est-ce qu'on fait pendant 4 ans? On fait rien justement. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas si naïf que ça. Réagis au 0826 363. Attendez, c'est
l'heure des auditeurs. 0826 300 300, le standard de Sud Radio. N'oubliez pas que vous pouvez aussi voter sur Philippe, Twitter. Simon, vous nous appelez de Perpignan, Simon, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour. Oui, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Pour une fois, je suis très heureux de pouvoir le dire. Je suis 100% d'accord avec Françoise de Gaulle. C'était donc vous, Simon. C'est son cousin. Allez-y, Simon. Je ne partage pas ses idées, loin s'en faut. Simplement, elle a raison, parce que de toute façon, ils nous ont prouvé par le passé leur insincérité systématique, pour pas dire le mensonge. Et effectivement, là, ils essaient de recréer un lien pour créer, une action sociale et dire on se rapproche des syndicats pour éviter justement qu'il y ait une résurgence des actions passées. Et simplement, c'est de la foutaise. Ils ne font, et comme le dit très honnêtement Philippe Bilgère aussi, c'est qu'ils vont nous donner des miettes comme d'habitude. Ils ne s'intéressent pas de toute façon aux travailleurs, ils ne s'intéressent qu'aux patrons. Voilà, donc il faut toujours favoriser le patronat et les travailleurs. De toute façon, ils continueront à avoir les miettes, ils continueront à payer pour les autres. Et voilà ce qui va se passer. On n'attend rien sur 4 ans parce que de toute façon, ça fait déjà 11 ans qu'on a M. Macron aux affaires et c'est pas en 4 ans qu'il va modifier quoi que ce soit. Loin s'en faut. Au contraire, il va laisser la chose dans l'état et laisser un peu courir parce que maintenant, de toute façon, il a passé ce qu'il voulait passer pour pouvoir dire à l'Europe, regardez, je suis un réformateur. Maintenant, il va passer 4 ans, effectivement 4 ans en roue libre avec des réformettes, des textes de loi, des choses sans intérêt. Merci Simon. De Perpignan. On remonte un petit peu ? Oui, on remonte un petit peu vers Montpellier. Vous pouvez toujours nous appeler, je le rappelle, chers auditeurs, 0826 300 300. On est toujours avec Philippe de Montpellier. Et Philippe, alors Simon, il nous disait que finalement, c'est toujours des miettes pour les travailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je veux rester résolument optimiste. Parce qu'il y a des syndicats qui brûlent des pneus et qui font griller des saucisses, donc ceux-là, je pense qu'on peut pas en attendre grand-chose. Pardon. Vous n'aimez pas les saucisses Ça va être encore une histoire de barbecue, tout ça. Tous les syndicats font griller des saucisses, y compris la CFDT, mon vieux. Allez-y, Philippe. Les cuisines très bien, d'ailleurs. Je pense qu'il faut faire un bisou à Françoise, elle est très agacée. Non, pas du tout. Elle a un grand sourire. Je suis absolument éclaté de rire parce que parce qu'elle mange des saucisses. Non, mais je rigole surtout de ces clichés débile. Non, mais Philippe a beaucoup d'humour, je trouve. On vous écoute. Allez-y, Philippe de Montpellier. Alors, de l'humour, je sais pas, mais je vais être optimiste parce que vous avez des syndicats qui, je pense et je crois quand même en la bonne volonté de l'homme. Il y a des solutions à apporter et aujourd'hui, on a besoin de solutions et pas de révolution. La révolution, ça suffit. On voit ce que ça coûte, on voit ce que ça donne comme image à la télé. Donc, je pense qu'il y a des syndicats qui peuvent faire avancer les choses. Certes, des miettes. Mais si on commence par des miettes, on peut peut-être avoir la baguette par la suite. Les miettes pour la baguette. Est-ce que les miettes pour la baguette ? Françoise, vous rigolez. Moi, je trouve que c'est très construit ce que dit Philippe. Sébastien Ménard. S'il vous plaît. Je te rappelle que Sébastien Ménard. Je te rappelle que l'un de tes anciens camarades de jeu, à savoir Michel Sapin, au moment où le chômage augmentait, parlait de légère inflexion. Eh bien, si tu crois pas que je me suis pas moqué de Michel Sapin. Parenthèse fermée, Sébastien Ménard répond à Philippe de Montpellier. Il est d'accord, Ménard, bien sûr. Non, mais Françoise. Moi, je vais dire à Philippe que on a des raisons d'espérer dans la mesure où quand on décide de changer de méthode, c'est-à-dire qu'on est dans l'écoute, qu'on est dans le partage, qu'on est dans la co-construction, j'ai la faiblesse de croire que ça peut aboutir en tout cas à des choses différentes. Voilà. D'autant que ça n'a pas toujours été le cas. Et encore une fois, c'est la 3e fois que je le dis dans cette émission, nous l'avons tous ensemble, collégialement et unanimement critiqué pendant la réforme des retraites. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Le gouvernement est au travail. Avec les syndicats, les uns et les autres vont pouvoir échanger, travailler et proposer. Et peut-être, et je dis bien peut-être, j'ai aucune certitude là-dessus, on pourra faire avancer, en tout cas améliorer les conditions sociales dans ce pays. Vous dites que ça ne sert à rien les syndicats. Alors moi, je n'ai pas dit que ça servait à rien. Moi, c'est notre premier auditeur. Je voudrais très aimablement dire à Simon que ce qui me gêne, c'est la détestation de Macron en bloc et la suspicion pour n'importe quoi
d'une sorte d'hypocrisie et de simulacre. C'est tout de même un petit peu gênant de la part d'un citoyen qui a évidemment le droit de s'exprimer, d'être si négatif par principe. Ça me perturbe. Mais non, mais Philippe, Emmanuel Macron ferait quelque chose de bien, qu'on serait peut-être les uns et les autres capables de dire que c'est mauvais. Bon, excuse-moi, quand il fait des choses bien, je le dis, je l'ai toujours défendu sur l'Ukraine, c'est pas vrai. Sur l'Ukraine, je le défends. Je l'ai défendu sur Naël, sur sa première réaction, donc arrêtez ce cinéma. Deuxièmement, oui, absolument. Mais non, mais Philippe, vous passez votre année à dire qu'il est insincère et qu'il fait de la com. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Écoutez-vous, Françoise a la parole. Comment est-ce que vous pouvez taper Simon, enfin gentiment, griffer Simon en lui disant je comprends pas, mais vous êtes le premier en permanence à dénoncer l'insincérité. Mais pas là, François. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que nous sommes instruits par l'expérience, bon sang de bois? Arrêtez de penser que nous faisons des procès d'intention. Emmanuel Macron, ça fait 6 ans qu'il gouverne, il refait toujours la même chose. Je fais un grand débat. Vous savez où ils sont, les doléances du grand débat? Elles servent à caler les meubles dans les sous-préfectures. C'est fini et c'était très bien. Ce débat de passion est passionnant, mais on va être obligé de revenir. Parlons vrai sur Sud Radio avec nos vraies voix, bien sûr. Et puis juste dans quelques instants, c'est le quiz de l'actu. On va jouer. Restez là, chers auditeurs. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. C'est un plaisir ce 13 juillet, à veille de fête nationale. Les vraies voix sont avec nous. Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Trois France différentes. Oui, mais 3 France qui aiment vraiment le 14 juillet. L'armée républicaine qui défile. Vous savez que moi j'adore ça. Je vais pas rater ça demain. Et vous allez en plus jouer maintenant. Attention, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Philippe, ça me donne envie de faire ça. Philippe est avec nous encore de Montpellier. Oui, Philippe. Toujours présent. Alors Philippe, on vous explique un petit peu, même si vous avez déjà dû entendre. Vous choisissez votre partenaire de jeu parmi nos éditorialistes et vous affronterez une équipe à 2 contre l'autre équipe à 2 également pour répondre aux questions. À savoir. C'est vous qui décidez. Voilà. C'est vous qui décidez. Vous choisissez qui vous avez envie de jouer. Allez, je prends Philippe Bilger. Donc équipe des 2 Philippe, c'est-à-dire les 2 Philippe face à un couple exceptionnel. Françoise Degois, Sébastien Ménard. La gauchiste et le macroniste, c'est magnifique. Je le rappelle, nous sommes organisés avec Judith et nous voulons que ce soit l'équipe A dans un premier temps qui réponde et après les deux. Donc vous écoutez les Philippe. Vous n'aimez pas les règles. Non, j'aime les règles d'avant, c'est-à-dire le bordel généralisé. Oui, voilà. C'est parti, première question pour l'équipe A. Attention. C'est qui l'équipe A? C'est les 2 Philippe. Voilà, Philippe Bilger et Philippe. Le monarque de quel pays a décidé de lancer une opération main propre et d'éloigner du pouvoir? J'ai même pas fini la question. Pardon, comme on peut plus être gêné par Françoise qui ne respecte jamais les règles. Mais toi, mais t'es gonflé, mais qu'est-ce que t'es tendu? Albert de Monaco qui est déterminé, dit-il, à ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Oui, ça va changer à Monaco. Bon, Philippe, on vous a pas entendu parce que Philippe a été rapide, mais c'est une réponse de Philippe. On est ensemble. Voilà. Question B pour la... Nous sommes une équipe. Voilà. Double Philippe. Double Philippe. Voilà. C'est parti pour... Ça fait combien de P2L Françoise et Sébastien. Ça fait un peu dessin animé. Françoise et Sébastien, c'est votre question. Quel pays a élu comme Miss Nationale un mannequin transgenre de 22 ans? C'est pas Israël, non? Non. Non, une seule question, une seule réponse. Venezuela. Non, c'est pas le Venezuela. Alors, est-ce que les Philippe l'ont? Philippe de Montpellier, vous l'avez ou pas? C'est plus près de chez nous. J'ai vu l'info, mais j'ai pas retenu, désolé. Oh bah c'est dommage. Philippe Bilger. Je l'ai pas. Lituanie, quelque chose comme ça. La Suède. C'est les Pays-Bas. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est dégueulasse. Vous aviez une seule réponse. Non. S'il vous plaît. Il y a des règles. Vous êtes écoutés par la France entière, s'il vous plaît. Les Pays-Bas, donc Valérie Koll, qui est née homme, elle a été élue Miss Pays-Bas. Question pour l'équipe A. Bon, elle est un peu facile, celle-là, quand même. Surtout pour Philippe Bilger. Tiens, Philippe, on va la poser à l'auditeur, cette question. Philippe, de Montpellier. Comment s'appelle le nouveau président du MEDEF? Il a un nom bien français.
T'as rien à dire. Mais je suis avec lui. Il faut que Philippe m'aide, je ne sais pas. Ah, Philippe Bilger. Voilà. Attendez, Mais il nous faut le prénom. Roger. Mais non. Philippe. C'est pas Roger Martin. Vous avez dit quoi? Mais non. C'est Philippe Martin. Attendez, stop. Non, Attendez. le nom. Il a dit Roger Martin. Quel est le prénom, Philippe Bilger? Non, Philippe Martin. Vous dites Philippe Martin. Et on gagne 2 points. Et c'est Patrick Martin. Et Tout le monde se trompe. Alors, si je peux me permettre. Allez-y, laissez parler notre auditeur. Allez-y, Philippe. Non, mais non, vous l'avez Si je peux Philippe, me permettre, allez-y. parce qu'on a quand même Françoise qui doit travailler avec un porte-voix. Hein. Mais il y a quand même Philippe qui a donné la moitié de la bonne réponse. J'ai donné la moitié. Non, il n'a pas donné le prénom. c'est pas le prénom. Il n'y a pas de demi-point. Stop, on continue. Ça fait 1 Il n'y a 0. pas de point pour nous. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Il y a pas de point. Deuxième question, On est plus s'il fort vous que plaît. ça, Philippe. Deuxième question pour l'équipe B, Sébastien et Françoise. Écoutez-moi. Qui a créé une nouvelle start-up XAI qui ambitionne de comprendre la réalité? Elon Musk. Ah bah Elon oui, Musk, c'est très facile. bonne réponse. Très Égalisation. facile. Françoise Degois égalise. Ça fait 1 partout. Troisième question pour l'équipe A. Il a des C'est milliards parti. Oui. Quel est le coût des émeutes après la mort de Naël pour les assureurs à 10 millions près? Alors les Philippe, 650 millions. combien vous dites? 650 millions. 650 millions. bravo. Superbe Philippe. Bravo. Superbe. C'est là, pile. on vous gruge pas. Hein. Voilà. Vous l'avez Et dit, donc, vous l'avez dernière dit sur votre question. antenne. Dernière question. Si Sébastien et Françoise répondent, ils égalisent. Sinon, c'est vous qui gagnez les Philippe. Attention, On a top. déjà gagné. De quoi 1,8 million d'habitants de la capitale de l'Uruguay, comprenez Montevideo, sont-ils privés depuis plusieurs semaines? De l'eau, de l'électricité. Alors, il me faut... De quelle eau? De l'eau potable. De l'eau potable. Excellente réponse. Match nul. 2 partout. Bravo. Ma chère Judith, Cécile à votre place m'aurait fait gagner. Mais bien sûr, Justement, Mais c'est je ne suis fini. pas Cécile. C'est fini la corruption. Voilà, Cécile n'est pas là. C'est fini, c'est Mais comme à le Monaco. coup de Martin, Allez, c'est Frédéric, parti. franchement. Dans un instant, les infos. Oui. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, vous avez bien raison, chers auditeurs, d'écouter Sud Radio. On est très content d'être avec vous, puis on est content d'être avec nos vraies voix du jour aussi. Oui, hein. oui, Philippe Bilger, qui est Voilà. un des magistrats qui a fait référence historiquement dans cette 5e République. Absolument. Et puis, voilà. c'est vrai. Ça pourrait être un peu plus hyperbolique, mon cher. Je vais essayer. Il y a une autre présentation qui est prévue après. Je vous fais encore plus fort. Compte tenu de mon âge, on aurait pu me projeter rétrospectivement dans la 4e. C'est un peu comme Milan Kundera, tu vois, c'est le seul type qui voilà est rentré de son génie. vivant, un génie, Un vrai absolument, génie, qui est hein. rentré de son vivant dans la plaie. D'ailleurs, oui, allez-y, profitez-en, relisez la plaisanterie et la D'accord. soutenable. Et profitez-en, notez que c'est bien Françoise Degois qui est là en Voilà. haut. On va Mais voir. notez aussi qu'il y a Sébastien Ménard quand même. hein. Sébastien Ménard, Est-ce oui. que on a- C'est vous non, vous êtes sûr Discipliné. Mais vous êtes vraiment, c'est incroyable. On n'a même pas le droit de faire une page culture dans cette émission. mais Dès si. qu'on parle de culture, vous fermez les clapets. Sébastien Ménard. Non, mais on parlait de culture, On justement. parlait de ce génie de Kundera. Oui, mais Donnez-nous vous savez, vos on a liens. Félix Mathieu qui est là pour mon le Félix. clic. C'est un génie de culture aussi. Félix, ça dépasse, Félix. Le Père Noël est une ordure. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Eh, j'aime bien dire clic, clic, buzz. Félix Mathieu, le coup de poing. Waouh. Pardon. Oh, je vais dire ça. Le coup de poing, bah, c'est votre mauvaise influence, hein, je suis Ouais, désolée. Je suis sûr, vous, Voilà. vous attrapez Ah, les c'est mal la barré là. voyite, ma C'est pauvre mal vieille. barré. Françoise, il faut se Le taire coup de maintenant. poing sur la table d'Amnesty International après l'affaire Naël. L'ONG en appelle à réformer les règles d'utilisation des armes à feu par la police française. Le communiqué repris par le compte Twitter français d'Amnesty International. La mort de Naël M est un homicide illégal. Amnesty publie aujourd'hui son analyse des faits et de leur contexte. Nous appelons à une révision des règles d'utilisation des armes à feu et à la fin du racisme systémique dans l'application des lois par les forces de l'ordre. Et Amnesty poursuit. Naël M est au moins la 15e personne tuée par la police lors de contrôles routiers depuis 2022. En 2017, un article ajouté au Code de la sécurité intérieure avait élargi les motifs d'utilisation des armes à feu. Résultat, une liberté d'interprétation trop large laissée aux forces de l'ordre pour déterminer si le refus d'arrêter un véhicule est une menace suffisante pour justifier l'usage de la force meurtrière.
Au lieu d'être restrictif, le cadre juridique est permissif, écrit l'ONG Amnesty International, qui ajoute également, je cite toujours, l'homicide de Nahel est également la conséquence directe des pratiques discriminatoires et racistes de la police française. Selon Reuters, écrit Amnesty, la majorité des personnes tuées par la police française dans un véhicule étaient des hommes noirs et arabes, l'un des domaines dans lesquels le racisme systémique à l'égard des populations racisées en France a été le plus observé, c'est le maintien de l'ordre. Les autorités persistent à nier ce constat dénoncé par les Nations Unies. Des mots très forts, évidemment, d'Amnesty International. Alors, au-delà de tous ceux qui reprennent ce communiqué, qui sont du même avis, d'autres reprochent à l'ONG d'être devenue militante ou de vouloir faire justice avant la justice. En tout cas, est-ce qu'il faut y voir un lien? Une réponse implicite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient d'adresser à l'instant ces mots lors d'un discours devant des policiers et des gendarmes. Soyez fiers de votre métier, soyez fiers de ce que vous faites. Les Français vous aiment. Votre ministre vous aime et je crois que tous les élus qui sont ici, quel que soit leur bord politique, vous aiment. Gérald Darmanin à Lille, à la veille d'un 14 juillet qui verra des policiers et gendarmes très mobilisés. 130 000 policiers et gendarmes sur le pont ce soir et demain. Merci, sachez qu'on vous aime, Félix. Aussi, on vous aime. Je vous aime. Il y a de l'amour dans le plateau ce soir. Il y a des choses. Réaction, alors dans l'ordre. Allez, Philippe Bilger. Amnesty dit n'importe quoi. Premier point, mais je serai trop long sur le premier point, ça n'est pas exact. Le deuxième point est presque plus grave. C'est comme si en réalité le reproche de racisme systémique n'a pas de sens parce que ce ne sont pas les policiers qui choisissent les auteurs de refus d'obtempérer. Ça n'est tout de même pas la faute des policiers. C'est ce qu'on appelle retourner la carte en psychologie, ça. Hein, par exemple, que je sache, je ne souhaite pas que des refus d'obtempérer entraînent la mort de quiconque, mais vraisemblablement on ne peut pas qualifier de racisme systématique les hasards tragiques qui font que la police est confrontée à des transgresseurs maghrébins ou de couleur qui refusent d'obtempérer. Françoise Degois. Alors sur le premier point, je pense que Amnesty International a absolument raison, c'est-à-dire qu'il faut absolument réformer quelque chose dans notre façon de maintenir l'ordre. On l'a vu, parlons des Gilets jaunes avec la tragédie de Nahel, mais il n'est pas le premier Nahel. Vous vous rendez compte quand même, on en a très peu parlé, de ce jeune homme à Marseille qui rentrait chez lui, qui prend une LBD et qui meurt la semaine dernière, en marge des émeutes. Il n'était même pas émeutier. Donc je pense nous avons un problème avec les armes, nous avons un problème d'entraînement des policiers. Je pense que des policiers, les syndicats le reconnaissent, quand vous ne tirez que 90 cartouches par an et que vous connaissez la charge, en plus de ça, émotionnelle que provoque le fait de brandir votre arme, c'est ça qui ne va pas. Donc sur ce point-là, Amnesty a raison. Le racisme systémique, je ne suis pas d'accord, parce que ça veut dire que nous pratiquons en France un racisme d'État. Ça n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le racisme systémique, c'est encore plus grave que le racisme systématique. Ça veut dire que le racisme est institué comme donnée invariable et qui fonde, si vous voulez, l'ordre républicain et la sécurité. Ça n'est pas vrai. En revanche, il y a des policiers racistes, évidemment, et beaucoup d'affaires le montrent. On a complètement oublié, parce qu'il y en a tellement, l'affaire du producteur Michel Zeller. J'entends ce que dit notre ami Philippe Bilger. Après, quand vous êtes dans une banlieue systématiquement, là c'est vrai, vous êtes contrôlé. Moi, j'ai fait l'expérience dans un RER en rentrant de Charles de Gaulle. Il y avait 8 personnes dans le wagon. 8 personnes de couleur, 7 personnes de couleur maghrébin, noir et moi. La seule qui n'ait pas été contrôlée, c'est moi. Donc là, ça pose un véritable problème. Mais non, mais c'est un problème. Écoutez, quand vous êtes... Sébastien Ménard. Si vous appelez Mohamed, vous comprendrez ce que je dis. J'ai souvent été contrôlé dans les couloirs de métro. Là où on est d'accord, c'est que on est d'accord autour de cette table pour dire qu'en tout cas, il n'y a pas de racisme systémique en France. Ça n'exclut pas évidemment les actes isolés, qu'on soit policier, qu'on soit journaliste, qu'on soit médecin, qu'on soit professeur, qu'on soit ouvrier, etc. Il y aura des racistes, malheureusement, encore, et beaucoup trop dans notre pays. Après, là où je suis pas d'accord, et là où je rejoins complètement Philippe Bilger, c'est que oui, il y a de plus en plus de problématiques, je dirais, policières, mais il y a aussi de plus en plus de délits, de plus en plus de dingues ou de gens qui, quelque part, réalisent ce que j'appelle des dingueries. Des dingueries sur la voie publique. Si les gens, effectivement, quand vous avez un contrôle de police, si tout le monde s'arrêtait, c'est qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on soit noir, qu'on soit rouge,
quelque part, on minimise. En revanche, si on est vert, on ne s'arrête pas. On peut y aller. Oui, bravo. On essaie d'être sérieux, monsieur Frédéric Brandel, s'il vous plaît. Je vais aller juste aller et donc, je pense que moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus quelque part, parce qu'en fait, on n'a pas cité le mot bavure, mais on tourne autour. Ça, on tourne pas autour, on tourne autour. Dedans, oui, bien sûr. Ça s'appelle un meurtre quand même. Donc une bavure. Est-ce qu'il y a plus de bavures policières aujourd'hui en France? Je ne le crois pas. Il y a juste plus de délinquance, quoi. Plus quelque part de circonstances qui peuvent conduire à des bavures policières. Excusez-moi, Françoise Degois. Et après, ça sera votre tour de table. Donc si on aura peut-être plus rien à dire. Merci. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler pour réagir. Vous le savez, le standard vous attend avec Aude au 0826 300. Vous restez avec nous dans un instant. Et c'est le tour de table des vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Et vous le connaissez, chers auditeurs, le numéro du standard, c'est le 0826 300. Alors vous nous appelez, vous réagissez et puis vous votez. Il y a un débat qui arrive. Il y a un débat qui va arriver à 18h30, effectivement. Alors le débat de 18h30, c'est... sur LFI. Voilà, suite à la mort de Naël, est-ce que la France Insoumise ressort affaiblie politiquement des émeutes? On vous pose la question sur Twitter. Mais tout de suite, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Tu as regardé les actualités régionales? Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu sur des sujets. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Autour de la table, tout à notre gauche, nous commençons par Philippe Bilger. Philippe Bilger, votre thème, faut-il toujours défendre Ségolène Royal? Oui, à la suite des propos controversés qu'elle a tenus sur le petit Émile, sur la recherche de ce petit, j'ai eu envie, j'ai relu l'entretien qu'elle m'avait donné le 16 juillet 2020 et j'ai retrouvé d'abord la qualité de son entretien grâce à son intelligence et j'ai vu les raisons pour lesquelles parfois elle s'abandonne à une légère provocation. Parce qu'à propos du petit Émile, elle s'est permise de donner des leçons en quelque sorte aux gendarmes, aux enquêteurs en disant ils n'ont pas bien fait leur travail. Ça, c'est peut-être, il y a quelque chose chez elle qui n'est pas étranger à, non pas de la vanité, mais une certaine conception élevée d'elle-même, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et le deuxième élément, j'aime bien chez elle, elle a une passion pour l'enfance. Et elle croit qu'en réalité, dès qu'il y a de l'enfant, elle est plus légitime que quiconque à donner un avis. Ça n'empêche pas que les gens qui cherchaient le petit Émile ont pu être un peu vexés par ses propos. Moi, mais Ségolène, si maman fait de la politique, alors là, je la connais très bien parce que voilà. Vous avez été une de ses collaboratrices. Puis c'est mon amie, vraiment, j'étais sa conseillère spéciale et puis je comprends très bien avec quel esprit elle fait ça. Dès qu'on touche aux enfants, d'abord, elle a été ministre de la famille, Ségolène Royal. Elle est véritablement passionnée. Alors c'est vrai que c'est surtout le fait qu'elle ait demandé l'alerte Amber, c'est-à-dire que elle ait expliqué que ça pouvait être très bien un enlèvement, pourquoi pas intrafamilial, mais il se trouve que depuis aujourd'hui, on se rend compte que les enquêteurs passe maintenant véritablement au peigne fin la famille, tout ce qui est la famille, tout ce qui est tout à fait normal. On fait un reproche terrible à une journaliste qui pose une question sur le caractère politique d'extrême droite du père. Il faut poser toutes ces questions-là. Moi, je ne mets pas en cause la famille. C'est pas parce que la famille, j'en parlerai tout à l'heure, est catholique pratiquante, c'est pas ça le sujet. Mais vous pouvez continuer parce que je vous coupe la parole 2 secondes pour dire que c'était votre coup de gueule sur ceux qui critiquent justement les prières de la mère d'Émile. Moi, je suis extrêmement choquée. Alors, on va commencer. Je suis extrêmement en colère, extrêmement choquée par tous les gens qui critiquent cette femme. Honnêtement, cette femme est une grande croyante. Elle est catholique fervente, qu'elle ait fait le choix d'élever ses enfants chez elle. D'abord, elle en a le droit, et elle en a le droit légal, et elle en a le droit personnel. Qu'elle ait fait le choix d'invoquer une sainte qui aurait été enlevée dans la montagne, elle a le droit. C'est sa croyance. Et les gens qui critiquent cette femme me font honte. Moi, j'ai vraiment honte. Je trouve extrêmement toxique. Imaginons que nous soyons mères et que notre enfant soit
soit enlevée, tous nos moyens, nous mettrions tous nos moyens pour retrouver cet enfant. Et si votre moyen, c'est la religion, eh bien tant mieux. Et qu'elle continue à prier. Et les gens disaient, oui, il y a des groupes de prières sur Facebook. Et alors ? Mais c'est très bien qu'il y ait des groupes de prières sur Facebook. Mais sur les réseaux sociaux, ça prend des dimensions. Mais je trouve ça. Et alors, le premier point que je trouve insupportable, c'est qu'on fasse le reproche à cette femme de pratiquer sa croyance. Et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise, si ce n'est qu'on est avec elle de tout cœur, parce que c'est son enfant. Hein. Et là, on est en train de commenter des trucs. Franchement, taisons-nous tous. Et le deuxième point, c'est cette espèce de folie qui s'est emparée de je ne sais pas quel tweetos de la fachosphère, expliquant que la gauche instrumentalisme. La gauche n'a rien instrumentalisé du tout. Mélenchon n'a même pas fait un tweet, ni Olivier Faure, ni personne. D'un seul coup, la légende urbaine est devenue cette gauche qui instrumentalise ce fait divers. C'est faux. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur Twitter. C'est pas la peine d'essayer de regarder s'ils sont de gauche ou de droite. Ils sont juste indignes. Voilà. Et si cette femme veut prier, eh bien qu'elle prie, et honneur à elle. Et puis voilà. Et vivement qu'on retrouve bon courage surtout. Sébastien, une réaction sur ce thème avant de passer à votre tour de table. Non, j'ai envie de dire merci et bravo Françoise, parce que là pour le coup on va être mais totalement alignés. Chacun sa croyance, chacun sa transcendance. Et sa non-croyance aussi. Voilà, et chacun sa non-croyance. Et en l'espèce, on ne peut quelque part que s'associer, en tout cas à l'espérance de la famille et évidemment de la maman, pour retrouver au plus vite ce petit bout de chou. Eh bien, vous, Sébastien Ménard, on change un peu de thème. Hein. Vous vouliez parler des feux d'artifice du 14 juillet. Ah oui, ça peut commencer dès ce soir, hein, le feu d'artifice. Moi, je veux finir en feu d'artifice, ce tour de table. Non, je suis un peu indigné, pour tout dire, par les annulations à la chaîne de ce rendez-vous populaire, républicain, qui célèbre la République et les valeurs de la République. Alors, certains les annulent pour les remplacer par des spectacles de drones. Bon, pourquoi pas ? Parce que ça pollue, parce que ça dérange les oiseaux. Encore une fois, je suis sensible aussi à cet argument. Mais ce qui me gêne le plus, c'est un certain nombre de mes collègues élus locaux qui, sévèrement touchés par les émeutes urbaines, appelons un chat et une émeute, de ces dernières semaines, finalement, on vient à annuler pour des raisons de sécurité publique, d'autres pour des raisons d'économie, d'autres pour des raisons parce que le cœur n'y est pas ou n'y est plus, etc. Et de disponibilité de personnel aussi, alors que je trouve qu'il y a des moments qui sont des balises très importants dans notre démocratie. Le 14 juillet en fait partie. On se plaint d'une perte de sens de notre jeunesse. On se plaint d'une déliquescence des valeurs. On se plaint de la fin de ce sentiment d'appartenance. Tout à l'heure, Françoise le disait, on représente effectivement en nos grades et qualités ici autour de cette table la France. Mais on a un dénominateur commun, on aime profondément la France. Et la nation, bien sûr. Je rejoins un petit peu le propos que j'ai tenu tout à l'heure, cette manière de considérer qu'il ne faut pas fêter le 14 juillet dans une forme de normalité républicaine et tranquille, parce qu'on craint les affrontements, les oppositions, qu'on craint les dérives, les violences. C'est absurde. On les aggrave comme ça. Ce qu'il faut, c'est introduire de la normalité, j'allais dire, à toute force démocratique dans les banlieues. Faire des gros plans, quoi, en fait, c'est ça. C'est des gros plans qu'on fait en permanence, et c'est ça qu'il faut arrêter. Exactement, et de la même manière, mais ça n'est pas totalement notre sujet, que je pense que le président fait une erreur en refusant l'entretien du 14 juillet, eh bien, il y a une erreur en traitant les banlieues, en les dorlotant, comme si elles étaient incapables d'avoir les mêmes fêtes que l'ensemble de la communauté nationale. Donc tu es d'accord qu'il faudrait tirer les feux d'artifice partout? Moi, mais à côté de ça, je peux comprendre le maire de Montargis, qui a vu sa ville totalement dézinguée, si tu veux. Ouais. Le centre-ville ne ressemble plus à rien. Je comprends que il n'y a plus assez de pompiers, il n'y a plus assez de policiers pour assurer la sécurité. Et moi, je comprends quand même. Alors, je vous trouve un peu sévère. Moi, je comprends tout à fait les maires qui renoncent, en fait, pour des raisons, comment dirais-je, de sécurité civile. Moi, je peux le comprendre. Dans des endroits où ça a été extrêmement violent, je pense c'est Montargis qui me vient, mais je ne sais pas si Nanterre tire son feu d'artifice ce soir, mais je suis pas
Rosny-sous-Bois, par exemple. Nanterre a annulé. Mais c'est normal. Mais vous vous rendez compte déjà l'état de la ville? Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des quartiers à Paris, vous descendez, il n'y a plus de Monoprix, il y a des carcasses brûlées encore une semaine après. Donc moi, je peux comprendre que l'on renonce par sagesse. Parfois, vous savez, moi je faisais la montagne beaucoup quand j'étais petite. Il fallait reculer. Quand le vent souffle trop, il faut savoir redescendre pour pouvoir mieux remonter. Moi, je ne suis pas choquée, contrairement à vous, par le fait que les gens renoncent. Merci Françoise Degois. Dans pas longtemps, ça va être ça arrive. Notre débat de 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Alors on vous pose la question sur Twitter. Allez-y, Frédéric. Oui, parce que c'est assez tranché. Donc après les émeutes, est-ce que après cette période, vous pensez que LFI sort renforcé ou affaibli de cette période? Alors, eh bien, vous dites qu'ils en pensent, les auditeurs de Sud Radio pour l'instant, que LFI sort affaibli à 83% contre 17%. Que vont en penser nos vraies voix? C'est toute la question. Et vous, au 0826 300 300, prenez tout de suite le téléphone. Voilà, et puis votez sur Twitter, continuez, on vous attend. À tout de suite. 18h30, on est à l'heure. Coup de projecteur. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas comme certains. Le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Eh bien, chers amis, la question qu'on vous pose, on vous la rappelle sur Twitter, et vous n'hésitez pas à nous appeler aussi au 0826 300 300 suite à la mort de Naël. Est-ce que la France insoumise ressort affaiblie politiquement des émeutes? Alors, pour une petite mise en contexte quand même, on se rappelle du tweet de Jean-Luc Mélenchon où il s'en était Premier ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui pour sa part avait lancé « Honte à ceux qui n'ont pas appelé au calme » au lendemain de la deuxième nuit d'émeute. Honteuse récupération politique de Darmanin, dit Jean-Luc Mélenchon, qui se défausse de ses responsabilités dans la dérive de la police en accusant les insoumis, politiciens lamentables, incapables, irresponsables. La France insoumise a donc refusé d'appeler au calme pendant les émeutes, alors que les autres responsables de la gauche étaient sur une ligne plus modérée, tout en dénonçant tout de même les violences policières. Ils ont donc marqué incontestablement cette période d'émeute, d'où la question, nous le rappelons, et vous nous appelez au 0826 300 300 et vous vous connectez sur le compte Twitter de Sud Radio. LFI ressort-elle affaiblie politiquement des émeutes? Pour en parler, nos trois vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Philippe Bilger. Moi, je pense que l'extrême gauche, en tout cas LFI, puisque c'est votre question, ressort un peu affaibli des émeutes pour une raison simple, c'est que je n'ai pas compris la stratégie de certains d'entre eux qui ont cherché à opposer la recherche de la tranquillité avec l'exigence de justice. Il aurait été possible, de la part de Jean-Luc Mélenchon et de ceux qui le soutiennent, de dire à la fois qu'il fallait le calme, la tranquillité publique, le retour à une forme d'ordre, et en même temps énoncer les critiques que l'excès d'ordre aurait pu secréter. Je ne comprends pas une stratégie qui manque finalement de complexité et qui, me semble-t-il, aggrave le discrédit de LFI dans le domaine largement entendu du régalien, où on sent qu'ils sont mal à l'aise parce que, évidemment, ils ont une détestation profonde de toutes les forces d'autorité. Écoutez cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, c'est sur sa chaîne YouTube. Comprenez bien l'ambiance et on verra quand même qu'il essaye de calmer. Ce n'est pas juste, c'est offensant, Monsieur le Président de la République. Quel genre de mauvaise éducation pensez-vous qu'a pu donner la maman de Naël qui, à cette heure, pleure toute seule, son fils unique abattu, quand bien même ce serait un refus d'obtempérer. Car si lui a refusé d'obtempérer et que vous vous sentez autorisé à l'abattre pour ça, elle, quel crime a-t-elle commis ? Eh ben, on se le demande. Françoise Degois. Mais moi, j'entends, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la responsabilité pénale, sur le fait que Emmanuel Macron, de mon point de vue, était parti du bon pied, c'est-à-dire avec un discours très humain quand même sur Naël, et puis évidemment un viré complètement de bord, mais ça c'est Emmanuel Macron, en se durcissant encore plus, en allant même encore plus loin que le Rassemblement national, sur la responsabilité pénale des parents, la suppression des allocations, bon bref, Emmanuel Macron dans sa splendeur... La responsabilité pénale des parents, c'est normal, mais non, je suis pas d'accord, la responsabilité civile, elle existe déjà, il y a des parents qui payent déjà les dégâts commis par leurs enfants, la responsabilité pénale, elle n'est jamais appliquée parce qu'il est très difficile de faire le lien entre
entre un crime ou en tout cas des actes de délinquance et l'éducation des enfants. Donc justement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, par exemple, sur un serial killer, est-ce que c'est la responsabilité des parents? Non, mais c'est un vrai sujet. C'est pour ça que cet article n'est jamais appliqué, parce que comment vous faites le lien entre la démission, entre guillemets, ou pas parentale d'une maman et la délinquance de son enfant? Ça, c'est le premier point. Après, j'ai bien compris l'état d'esprit de Mélenchon, mais je pense que c'est une faute. Et c'est assez rare que je le dise, mais moi, je trouve que c'est une faute non seulement pour la France insoumise, mais c'est une faute pour l'ensemble de la gauche. Vous comprenez bien que c'est incompréhensible pour les gens que on oppose, si vous voulez, le calme et la justice. Et je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant à faire. Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu faire. En plus de ça, son tweet énervé sur les chiens de garde, tout ça. Vous savez, c'est ça le problème. Jean-Luc Mélenchon est un type que je considère comme extraordinaire, mais toujours barré par sa colère. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, Mitterrand avait dit un jour à Jospin, Monsieur le ministre, le mauvais caractère est une faute politique. Et je trouve que c'est tout à fait exact. Donc, je pense que LFI, moi je ne suis pas d'accord. Hier, j'ai pas supporté que des députés de LFI ne se lèvent pas. Par contre, Raquel Garrido, par exemple, s'est levée. Qu'est-ce qu'il a pas fait Alors, Sébastien Ménard vous pose une question, mais vous allez prendre la parole. Et Jean-Luc Mélenchon, il est très intelligent pour faire ça, aurait dû appuyer vraiment sur la justice, et je suis à 100% avec lui sur cette question-là, mais quand même appeler au calme. C'est incompréhensible pour les Français qu'un parti qui veut gouverner continue à ne pas dénoncer suffisamment le cas. Nous posons la question aux auditeurs. Est-ce que LFI ressort affaibli de cette période d'émeute? Mais pas que LFI, la gauche. 0826 300 300. Et c'est une femme de gauche qui vous le dit. Sébastien Ménard, vous êtes d'accord avec Françoise Devois? Oui, je suis totalement d'accord, parce que c'est en fait ce qui a fait défaut dans le débat public, parce que on le sait, on l'a vu quand on examine, sans être grand clerc, sans être un spécialiste électoral, quand on regarde les scores dithyrambiques de Jean-Luc Mélenchon et de ses représentants aux élections législatives dans les quartiers, on se dit qu'il a une audience affinitaire. Donc quelque part, il est écouté, il a des centaines de milliers d'oreilles qui quelque part auraient pu vraisemblablement rentrer à la maison parce que moi non, n'exagérez rien, c'est pas parce que. Mais moi j'inscris, je vais aller au bout. Donc là, il a loupé le coche. J'inscris dans le cadre de la République et dans le débat républicain cette figure tutélaire que je condamne, que je combats, politique, qui est Jean-Luc Mélenchon. Il n'en demeure pas moins qu'il est entendu. Il n'en demeure pas moins qu'intellectuellement, c'est quelqu'un qui peut aussi être respectable et respecté. Et c'est vrai que là, je dirais, l'honneur de Jean-Luc Mélenchon, l'honneur de la France insoumise, eût été de dire, il y a deux choses. Il y a effectivement un jeune homme, on parle d'un enfant, on n'est pas un enfant à 17 ans, un jeune homme qui a commis un délit routier, et on ne doit pas mourir pour un délit routier, et celui qui quelque part a commis peut-être une bavure policière sera poursuivi et condamné pour cela. En même temps, et je fais exprès d'utiliser en même temps. On a bien compris. Vous êtes fort, Frédéric Brandel. Vous devriez faire de la radio. Le plus important eût été de dire, mais en attendant, nous devons respecter la République. Nous devons respecter nos écoles. Vous devez respecter vos commissariats. Vous devez respecter vos supermarchés. Parce que ne pas respecter cet environnement, cette quotidienneté, c'est pas vous respecter, c'est pas respecter vos parents. Voilà. Et ça c'est un truc que moi j'aurais voulu entendre d'un grand leader politique, pour autant qu'il soit un grand leader politique, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Allez, on file au standard. Nous avons notre auditeur Philippe, toujours de Montpellier, qui est avec nous. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Affaibli ou pas? Alors, tout à l'heure, j'ai dit non, je reste sur ma position, et toutefois, tout ce qui vient d'être dit par Françoise et Sébastien, je partage complètement. Donc, je pense que l'affaire Naël, c'est une affaire parmi les affaires où je pense que la manière d'être de LFI et la manière de communiquer, c'est ça qui les dessert de manière générale. Donc, effectivement, c'est un parti qui a beaucoup d'écoute, beaucoup d'oreilles, pour reprendre les termes de Sébastien. Et comme disait Françoise, Monsieur Mélenchon réagit toujours dans la colère. On dirait qu'il réagit toujours à chaud et qu'il n'y a jamais un pas de recul avant de communiquer ou d'être. Et je pense que c'est déjà arrivé par le passé, notamment avec l'affaire Naël, et ça arrivera encore. Et ça, LREM et d'autres partis se servent de ça, parce que je pense que LFI doit gêner plus d'un parti.
Philippe, vous suscitez les réactions et les vraies voix demandent la parole. Philippe Bilger, déjà ? Moi, il y a deux choses. D'une part, je me demande comment un homme tout de même indiscutablement intelligent et qui longtemps a fait preuve d'un grand sens politique peut s'abandonner malgré évidemment l'emprise d'un tempérament sur lui-même. Il n'est pas le seul. Parfois s'abandonner à la colère. Comment peut-il s'abandonner à quelque chose qu'il sait évidemment après être une faute politique ? Et je me demande, mais là je parle sous le contrôle de François, qui connaît bien mieux ce sujet que moi, s'il n'y a pas chez lui une forme de provocation, voire d'outrance, qui a pour finalité quelque chose qui relève du débat interne à LFI et peut-être d'une crainte qu'il peut avoir d'être débordé un peu sur sa gauche, sur ses problèmes de sécurité et de justice. Françoise. Moi, je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y a à voir avec le débat interne. Je pense qu'il y a à voir avec son propre tempérament. Je pense qu'il y a à voir avec sa ligne politique, qui est de toute façon le rapport de force. Donc, il met du rapport de force. Ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que je connais très bien Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai beaucoup soutenu et je le soutiendrai tout le temps. Je pense que c'est un homme d'une immense envergure. Vraiment. Après, on est d'accord ou pas, mais j'ai été déçu, pas déçu parce que les déceptions durent pas très longtemps, mais en tout cas, il y avait quelque chose à faire. J'ai été encore plus déçu de son tweet ne brûlez pas les écoles, etc. Bon, s'il avait pu rajouter ne brûlez pas les commissariats, ça nous aurait bien aidé à le défendre aussi, parce que le Jean-Luc Mélenchon que je connais, c'est pas un type qui déteste la police. C'est un vrai républicain. Donc, il a un point de vue sur la police. Il a quand même dit c'est moi la République. Non, mais quand la police vient perquisitionner ses bureaux. Mais ça va, excuse-moi, quand tu mets 17 mecs partout en simultané chez tous les élus. Il s'est emporté. La République, c'est moi, voilà, c'est le mauvais caractère est une faute politique, comme aurait dit François Mitterrand. Donc, je veux dire, la République, c'est moi, en ce sens que je suis député, vous pouvez pas, voilà. Mais je veux dire par là que Jean-Luc Mélenchon n'est pas cette caricature-là. C'est quelqu'un qui a un point de vue sur la police. D'ailleurs, il faut lire le programme de la France Insoumise. C'est quelqu'un qui a un point de vue très fort sur la justice. Et je trouve dommage, je trouve que là, vraiment, sur ces émeutes, il n'a pas été à son propre niveau. Voilà. Sébastien Ménard. Mais peut-être qu'à sa décharge, encore une fois, on l'a susurré autour de cette table, peut-être qu'il ne peut pas. Peut-être qu'il a aussi, je dirais, un attelage d'élus radicalisés qui, quelque part, honnissent la République, les symboles de la République et les figures tutélaires de l'ordre républicain. Qui honnit la République ? Mais quand on voit le spectacle lamentable d'un certain nombre d'élus parlementaires de la France Insoumise dans les travées de l'Assemblée... Excuse-moi, quand les députés de Renaissance font le salut nazi aux gens du Rassemblement National, tu crois pas que c'est lamentable ? Sauf que t'en fais pas une ligne, tu comprends ? Les vraies voix. Quand tu passes ta vie à regarder la gauche, évidemment, tu regardes jamais les manquements de la droite et l'extrême droite. Sur cette question, on est d'accord, et vous avez beaucoup centré d'ailleurs la question sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, je vous propose, avant d'aller au 0826 300 300 avec un nouvel appel, écoutez quand même Antoine Léaumont, député LFI, parce que Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé, mais beaucoup de ceux qui composent LFI aussi. Les jeunes élus d'ailleurs. Les jeunes. Antoine Léaumont. La vérité, c'est que vous êtes paralysé par la peur. Vous avez peur de finir comme Monsieur Castaner, limogé en 48 heures pour avoir dénoncé les clés d'étranglement. Vous avez peur de fermer la cagnotte de la honte lancée par un raciste pour récompenser le meurtrier de Naël. Vous avez peur que la police se retourne contre vous après l'avoir utilisé pour faire passer en force votre réforme des retraites. Oui, je pense qu'il a raison. Attendez, on va faire réagir notre auditeur. Ça, c'est violent. Mais en fait, je pense qu'il a raison. C'est une catastrophe. Permettez-moi juste de faire réagir notre auditeur avant de réagir vous-même, s'il vous plaît. On accueille Tony, qui nous appelle de Bordeaux, en Gironde. Tony, votre réaction justement sur la prise de parole d'Antoine Léaumont qu'on vient d'entendre, député La France Insoumise. Oui, bonjour tout le monde. Alors, avant, j'ai juste envie de dire que vous êtes encore une bonne radio parce qu'il y a Madame de Gaulle avec vous. Merci. C'est vrai que quand la guerre sera finie, je dirais que vous avez gâché des gauchistes pendant la guerre. Je vous remercie, Sud Radio. Tony, Judith et moi, on compte sur vous parce qu'elle va partir en vacances la semaine prochaine, mais restez, il y a des gens bien aussi. Allez-y, Tony. Non, c'était une boutade. Non, alors moi, sur Léaumont, sur Monsieur Léaumont, oui, je trouve que c'est caricatural, mais il a raison. Bien sûr. Il a raison. C'est vrai que ça a tiré, c'était des gros traits qu'il a fait. C'est vraiment un très très grossier, mais c'est pas faux. Bon. Mais pour vous, LFI ressort alors plus fort ou moins fort après cette période des émeutes ? Non, pas ni l'un ni l'autre, mais je pense pas qu'ils aient perdu. Je pense qu'ils ont une base électorale assez stable.
qui sont toujours en progression depuis 2017. Et je vous avoue que M. Mélenchon, il attire, il rejette. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un traitement médiatique pour lui qui est spécial. Absolument, je suis d'accord avec vous. Le bashing permanent sur Mélenchon est indigne, tout à fait indigne. Oui, mais je vous avoue que moi, pourquoi je vous dis qu'il a peut-être sa chance, peut-être lui, ou peut-être Ruffin, c'est que fondamentalement, il faut changer cette 5e République. Bon, il faut la virer. C'est tout. Il faut passer à la 6e et il faut vraiment récupérer le pouvoir. Parce qu'on voit bien que maintenant, la 5e, elle est faite pour un monarque. Et là, c'est le paroxysme de la 5e. Là. On peut pas Alors justement, vous réagissez, chers auditeurs, au 0826 300 300. On va parler à Philippe tout de même avant de redonner la parole à nos vraies voix. Et juste pour savoir 84%, la consultation. Ça a baissé un peu, là. Oui, 84% contre 16%. Ah non, ça a monté, pardon. Voilà, 84% pensent que LFI ressort affaibli. Voilà. Alors Philippe, on vous écoute justement sur cette tension suscitée par la France Insoumise. Ce que je rajouterais, alors après je vais citer Gérard Miller et je ne sais pas si c'est une référence ou pas, mais il avait dit que Gérard Miller a dit que Jean-Luc Mélenchon c'était plus Mère Teresa que le Che Guevara. Mais c'est vrai. Donc oui, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais dans la façon d'être, il est plus Che Guevara. de dire et d'écrire. C'est dommage qu'il renvoie le contraire pour lui. Voilà, c'est dommage. Oui, Philippe Bilger. Je ne suis ni d'accord avec Philippe qui paraît avoir une sorte de tendresse, mais avec beaucoup d'intelligence pour Jean-Luc Mélenchon, et encore moins avec Tony, qui lui est clairement mélenchoniste. Il a tout à fait le droit de l'être. Mais je me demande si ça ne biaise pas un peu son jugement. Toi, c'est ta droit d'être droite. Je vais dire, je vois mal ce qui dans les propos d'Antoine Léaumont peut paraître exact. Je suis tout de même extraordinairement surpris. Je ne vois pas en quoi la cagnotte est raciste. Elle représente un référendum in vivo qui a montré que la famille de ce policier suscitait une certaine adhésion et on a fait une cagnotte. Et le reste, lorsqu'Antoine Léaumont dit que le pouvoir a peur et que tout ça est scandaleux, il a l'outrance de Jean-Luc Mélenchon, mais sans l'intelligence ni la culture. C'est un grand drame. Sébastien Ménard. Parfaitement aligné sur ce que dit Philippe Bilger. Ça m'a étonné. Non, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison on a le droit à la fois quelque part de compatir et de pleurer un jeune adulte qui meurt après un contrôle de police qui tourne pas bien. Voilà. Et en même temps, on a le droit de laisser, je dirais, la France s'organiser pour soutenir l'un de ces fantassins futiles, potentiellement racistes, et on le saura une fois que l'enquête l'aura. En plus, il l'est pas. Non, mais je sais pas. François, tu le connais pas. Mais tu connais ce policier? Je sais qu'il est mis en examen, François, pour homicide volontaire. Mais tu n'en sais pas s'il est pas raciste ou pas. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on le sait pas? Et toi, qu'est-ce qui te permet de dire qu'il n'est pas? Philippe Bilger. À aucun moment ça n'a été évoqué. Mais moi, on a suffisamment accablé ce policier. Mais moi, je dis rien du tout sur ce policier. Je m'en moque, il parlait pas. Non, mais Tony, il parle pas. Mais Tony, réagissez plutôt aux propos de nos auditeurs. Écoutez, Tony ne met pas en cause le racisme du policier, il met en cause le racisme de Messia. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, une cagnotte raciste. Antoine Léaumont, il parle d'une cagnotte raciste. Moi j'ai dit. Alors, je vais préciser mon propos. Je vais préciser mon propos parce que c'est important. C'est important. Je dis, on a le droit de laisser les Français s'organiser pour une opération de crowdfunding pour soutenir un policier. On a entendu. Voilà. Ce policier fut-il, et on le saura après, Antoine Léaumont, voilà, fut-il raciste? Françoise de Goua. Antoine Léaumont. Attendez, chacun son tour. François. Antoine Léaumont a raison de parler d'un pouvoir qui a peur. Je pense que moi, le problème du garde des Sceaux et du président de la République, c'est que maintenant, ils sont ficelés par les syndicats de Beauvau. Je suis désolé de vous le dire, ça avait déjà commencé avec François Hollande. On a laissé se développer des syndicats extrêmes. Quand vous voyez les tracts qui sont signés par le syndicat Alliance, vous avez honte. On dirait les ligues néofascistes des années 30. Je vous assure, c'est honteux. La guerre contre les nuisibles, c'est un des syndicats. Mais non, mais c'est pas possible. Tu peux hausser la tête, toi, tu es avocat général. Comment un homme comme toi, épris de justice et de droit, peut accepter qu'un syndicat de policiers républicains signe des tracts pareils? Cet homme comme lui vous répond. Les gens qui ont participé aux émeutes, qui ont dégradé, qui ont dévasté, c'est la police. Ce sont des nuisibles. C'est la police. Est-ce que la police a le droit de fonctionner
de dire ces mots-là. La guerre contre les nuisibles. Mais c'est elle qui cherche à les interpeller. Excuse-moi de te le dire, il y a un devoir de réserve minimum. Tu te rends compte? C'est un syndicat. Vous l'avez demandé à la CGT. Arrête de me dire ça. Je te parle de la police. Ça me renvoie pas la balle. 60% des policiers votent pour l'extrême droite ou 49 ou 52%. Oui, bien sûr que ce pouvoir a peur de ne pas tenir les positions. Et nous conclurons là-dessus. Voilà. Donc voilà pour ce débat. Tout à fait. C'était la dernière. Non mais fini parce que j'avais. Françoise. Alors, chers auditeurs, Judith, on est content de ces débats quand même parce que c'était enlevé. C'était enlevé, mais c'était très intéressant. Les sujets étaient bons. C'était riche. Ouais, c'est pas les éditorialistes, non, mais les sujets. Alors, chers auditeurs, 0826 300 300, vous pouvez toujours réagir, vous le savez. Puis vous n'hésitez pas aussi à continuer à nous suivre sur Twitter. Il y aura 2 nouvelles questions demain, évidemment. Et puis on revient tout de suite avec un point sur le Tour de France. De l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. On revient sur la 12e étape du Tour de France, Roanne-Belleville en Beaujolais aujourd'hui, 168,8 km précisément, un calvaire encore aujourd'hui pour les coureurs Frédéric et Pascal Chanteur. Mais oui, Pascal Chanteur, voilà. Bonsoir cher Pascal. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je rappelle que Pascal était un ancien grand coureur qui a notamment remporté le trophée Legoia et qui était sur le Tour de France et qui s'occupe aujourd'hui des coureurs français. Aujourd'hui, victoire de Yon Izagirre. C'est la 2e victoire dans ce Tour de France pour l'équipe Cofidis. Le fait marquant du jour, Thibaut Pinot qui reprend du temps et qui revient dans le top 10. Pour le reste, que faut-il retenir, Pascal Chanteur, de cette étape? Statu quo chez les leaders. Oui, statu quo chez les leaders. Vous l'avez dit, Thibaut Pinot qui revient à 4 minutes du podium. Ça, c'est une chose, un fait important de la journée. David Gaudu, toujours 9e du général à 3 minutes 30 du podium, de la 3e place. Donc, rien n'est joué encore aujourd'hui, même si on voit un certain nombre de faiblesses chez quelques coureurs. Mais les cartes ne sont pas jouées et il reste encore beaucoup de chemin avant d'arriver à Paris. Vous savez que chaque soir, Pascal, Philippe Bilger a une question pour vous. C'est maintenant. Et justement, Philippe, juste avant, j'adore les dossiers que vous pouvez traiter. Et je vois quand même qu'on est beaucoup plus calme sur les routes du Tour de France. C'est vrai, mais raison. Vous savez, vous auriez François sur les routes du Tour de France. On s'éclaterait. On a eu Yvette Horner qui faisait beaucoup de chansons. Bien sûr, et vous Pascal, moi, je me souviens de Jeannie Longo. J'avais suivi une étape, j'en garde un souvenir tout ébloui. Question à Pascal. Pascal évoquait justement, par une sorte d'anticipation, ma question. Pascal, est-ce que lorsqu'on est dans les 10 premiers, mais que par exemple, avec une sorte de certitude absolue, on sait qu'on ne débouchera pas sur les 2 premières places parce qu'on crédite ces 2 rivaux exceptionnels d'une supériorité de principe. Est-ce qu'on vit bien tout de même quand on est 3e, 4e, 5e? Est-ce qu'on a encore de l'espoir de terminer ou bien on se contente de la belle place qu'on a? Non, Philippe, une place sur le podium du Tour de France est toujours très important et principalement pour les équipes avec un classement mondial et des points IFICP, des points UCI attribués aux coureurs les plus méritants. Donc à chaque étape, il y a des points attribués et au classement général aussi. Et c'est ce qui classifie l'équipe, le team pour la fin d'année rester en World Tour. Donc c'est des choses qui sont primordiales pour les équipes aujourd'hui. Concrètement, les places d'honneur sont aussi des places qui font rentrer de l'argent. François Degois. Oui, c'est aussi de l'argent, tout simplement, quand vous gagnez. Moi j'ai une question, Pascal, toute bête. Quel va être le juge de paix selon vous? Parce qu'on voit bien que Vindegarde et Poggi passe-moi le sel, passe-moi le poivre tous les jours. Tu me tiens par la barbichette. Il y a forcément un moment donné où ces deux-là vont se séparer. Vous êtes un fin connaisseur du Tour. Vous pensez que c'est pour quand, le jour du juge de paix? Sachant que nous sommes à la veille, Pascal, de 6 étapes de montagne dans les Alpes. Alors, ça c'est intéressant, son analyse. Le mercredi 19 juillet, Saint-Gervais-Mont-Blanc, Courchevel. Ça, vous nous l'avez dit hier, on est d'accord. Ce jour-là, vous allez avoir 4 cols
2 premières catégories, un deuxième catégorie et un hors catégorie pour terminer avec la descente du col de la Lose pour arriver à Courchevel. Mais dès demain, Pascal, c'est l'arrivée au Grand Colombier, dès demain. Hein, non, mais vous pensez que c'est mercredi en fait que tout se joue? Oui, c'est ce qu'il nous disait hier, mais dès demain, ça castagne. Oui, mais demain, on va être un petit peu sur la même physionomie de course que celle du Puy-de-Dôme. Donc les champions vont avoir une montée sèche. Et il pourrait se neutraliser quand même un petit peu, en sachant que bien sûr il y aura des attaques entre Vingegaard et Pogačar, et on peut faire confiance à Pogačar pour essayer de tenter de reprendre quelques secondes encore. Question du Palois et Biarrot, Sébastien Ménard. Bon Pascal, moi j'y connais pas grand chose, même si j'ai eu la chance de faire dans ma courte vie un certain nombre d'étapes.